Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vendredi 19, merci de nous rejoindre dans cette émission, merci d'être à bord. Vous êtes en région forestière, vous nous écoutez à Lola, à Beila, mais aussi à Zérékoli Centre sur 99.7 à notre antenne régionale, 99.7 également à Bokeh Centre et dans tout le Kakandé, la même fréquence à l'Abbé Centre et dans tout le Fouta. Par contre, c'est 99 tout court du côté de Kankan, Kanyazik dans la région de Kindia. Relais cette émission. Vous avez 3 possibilités pour réagir à nos sujets et à nos débats dans cette émission. Si vous êtes abonné au Orange, le lien court s'affiche juste en bas de votre écran, GG ou 837, où vous avez la possibilité aussi de nous faire parvenir vos réactions via le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur www.espacefmguinée.info ou sur Twitter, hashtag espace GG. Le plaisir pour nous donc de prendre en compte vos réactions un peu plus tard dans cette émission. La une, le fichier électoral en débat en Guinée. Dans la perspective des prochaines élections législatives, le rapport d'un audit récemment réalisé sur ce fichier par des experts indépendants a été transmis aux partis politiques à charge pour eux d'y porter leurs appréciations. Dans le viseur notamment des partis de l'opposition, les cas de fictifs dans un fichier que beaucoup jugent corrompus et dont ils exigent qu'il soit totalement épuré avant la tenue de toute élection désormais. Que dit ce rapport d'audit? Quid du nombre de fictifs dans le fichier électoral guinéen? Peut-on parler de la présence de plus d'1,5 million de fictifs comme l'a prétendu hier sur nos antennes l'ancien Premier ministre président de l'UFR, M. Sidia Touré? On va poser la question à M. Mamadi Troa Kaba. Il est le président du comité technique d'audit du fichier électoral. Vous allez l'entendre chez nous ce matin. Entre 1000 et 1500 délégués venant de 21 pays africains et européens attendus à Conakry du 1er au 5 mai prochain. C'est dans le cadre de la 38e convention congrès du Conseil des gouverneurs du district multiple 403 de Lions Club que la Guinée a été choisie. D'ailleurs, il faut le préciser, d'abriter cette année. De quoi sera-t-il question lors de cette convention et quelles retombées attendues pour les lions de la Guinée? On posait à ces questions à nos 2 invités qui vont nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Lyon Mbalou Cissé, elle est première vice-gouverneure du district 403 et Lyon Mariam Tunkara. Et donc, toutes les deux vont nous rejoindre plus tard dans cette émission. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Merci de rejoindre l'équipe. Antoine, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bonjour Basekou. Bonjour à toi, bonjour à tous. Bien. Pour commencer, rapport RSF 2019, la Guinée perd à nouveau des points, Antoine. Oui, ça a été rendu public récemment avec la 107e place qu'occupe la Guinée désormais, parce que on l'a tous suivi avec ce rang qu'occupait la Guinée en 2018, le rang de 104e qui avait suscité de la colère chez le président de la République à l'époque. On se souvient tous de la sortie noire du président à la maison de la presse où il avait en partie pris pour responsable les journalistes guinéens à qui il a reproché de ne pas suffisamment faire d'efforts ou fournir d'efforts pour que la Guinée soit bien vue à l'étranger. Alors qu'à l'époque, on a tous suivi tout ce dont la presse a été victime dans ce pays. Et donc si l'année qui suit, c'est-à-dire en 2019, la Guinée perd 3 points et pour se retrouver 107e dans le classement de RSF, c'est important que cela ne surprenne personne. Parce que beaucoup, apparemment, au sein de la gouvernance, estiment que ce rapport-là, comme on le dit tout le temps, n'est pas un rapport à prendre en considération parce que c'est fait par des personnes qui vivent en Guinée. Alors que c'est fait par des experts en la matière. Et même RSF, dans son rapport, estime qu'en Guinée, cette année, la presse a beaucoup été malmenée à travers ses gouvernants. Il y a une phrase qui a retenu mon attention dans le rapport concernant bien entendu la Guinée, où une phrase dans laquelle on dit le gouvernement du régime, le régime d'Alpha Condé n'est pas tendre avec la presse en Guinée. Justement, ce qui n'est pas faux.
Parce que cette année, comme en 2018, c'est très sévère. La situation, c'est d'ailleurs... très sévère comme jugement. C'est pas sévère. Non. Non, mais ce n'est pas sévère. Ce n'est que la réalité. Je parle français, Antoine. Je comprends. Voilà. C'est certes sévère, mais c'est de la réalité. Parce que cette année, les journalistes guinéens ont beaucoup subi. Le dernier cas en date, c'est le cas Lansana Camara, dont on ne cesse d'en parler. Avant que ce rapport ne soit rendu public, la presse a prévenu pour dire que ce ne sont pas les journalistes guinéens qui souvent aggravent la situation, ce sont plutôt les cadres guinéens qui font en sorte que la Guinée se retrouve dans des classements de ce genre-là. Voyez le ministre des Affaires étrangères qui a fait en sorte que notre ami parte en prison alors que cela n'était pas admis. Mais aujourd'hui, les faits donnent raison à Lansana Camara parce qu'il y a 2 arrestations aux affaires étrangères. Le responsable, les deux chefs comptables ont été mis aux arrêts, comme pour dire qu'on aurait dû commencer par là, mais on a préféré mettre aux arrêts Lansana pour 1 semaine. Par après, on se rend compte que le journaliste n'a fait que lever le lièvre. Il a alerté et aujourd'hui, les faits lui donnent raison parce qu'on a mis aux arrêts le chef comptable matière et matériel, puis le chef comptable finance qui ont tous les deux été arrêtés et conduits à la maison centrale de Conakry. Ouais, mais le pouls qu'on cherche dans le cran de Lansana, je vais vous dire, c'est que on veut pousser Lansana à dire, mais qui est derrière toute cette affaire? Et les pistes vont vers Adibari. Adibari, on sait qu'il a filé un très mauvais coton avec Mamadi Touré, c'est ça, Mamadi Touré, le ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, et le président finalement, il était obligé de le déplacer et de l'envoyer vers la coopération. Les grandes gueules. Adibari, je n'irai pas jusqu'à on l'accuse pas. J'ai dit que les pistes mènent. Voilà. C'est pas une affirmation. Vous parlez de relations tendues entre plutôt les soupçons. Les soupçons du ministre. Bien. Voilà. Puisqu'on n'a pas de preuves dans ce sens, je n'irai pas jusque-là. Mais si les relations entre les 2 hommes étaient tendues, quitte à savoir ce qui se passe à ce niveau. Moi, je m'en tiens à l'arrestation de ces 2 personnes et j'estime que Mamadi Touré doit des excuses publiques à Lansana Camara. Il faut qu'on fasse... Ben si, il faut qu'on le fasse. On a fait passer Lansana Camara pour un journaliste qui n'est pas professionnel, qui ne dit pas la vérité. Et par après, son article apparemment est en train d'avoir ses conséquences dans le département. Pourquoi est-ce que depuis l'entame, on n'a pas tenté de comprendre le contenu de l'article? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé de vérifier ce que dit le journaliste? Et c'est après qu'il a été en prison, après qu'il ait dénoncé ces faits-là au sein du département, qu'on met aux arrêts le chef comptable finance et le chef comptable matériel et matière. À ce niveau, il y a anguille sous roche. Cela dénote à suffisance que les révélations du journaliste... On parle bien entendu de bons de carburant au ministère des Affaires étrangères, mais ce qui concerne les deux chefs comptables, c'est bien entendu cette affaire portant sur un peu plus de 240 millions de francs guinéens. Il y aurait eu falsification donc de la signature et soustraction du cachet du DAF Mamadi Kaba, Cheikh Fantamadi Kaba. Donc je crois que c'est dans cette perspective qui sont poursuivis. Et ce n'est pas forcément lié aux 2 milliards 400 millions. Moi je lis les faits. Oui. Il y a forcément un lien. Ouais. Ce sont les 2 qui s'occupent du carburant, parce que celui qui s'occupe le chef comptable matière et matériel forcément joue un rôle dans la dotation en carburant du département. Effectivement. Si il est accusé dans une autre histoire et qu'il y a un cas précédent qui, à mon avis, est la conséquence directe de son arrestation, j'estime que c'est important qu'on en parle. On aurait pu les arrêter bien avant que Lansana fasse ces révélations, mais il a fallu que le journaliste le fasse pour qu'il soit mis aux arrêts. Et j'estime qu'il est important que si notre ami a raison, qu'on lui fasse des excuses publiques pour qu'il soit tout de même présenté aux yeux de tous comme étant un journaliste qui sait ce qu'il fait et qui sait ce qu'il écrit. Et donc aujourd'hui, au niveau des ailes, on comprend en suffisance qu'il y a des soucis véritables. Pour revenir à ce classement de RSF, j'estime que le président ne doit pas s'en prendre aux journalistes encore une fois. On fait notre travail et dans la plupart des cas, il n'y a pas une certaine vérification venant des gouvernants. On s'acharne souvent sur nous parce que tout simplement on veut régler les comptes. Et donc nous le méritons tout simplement parce qu'on aimerait tellement aussi entendre le président. Et je sais qu'il y a un cocktail presque qui est prévu le 3 mai à l'hôtel Kaloum sous l'égide du président et avec au management le ministre d'État Tibou Camara. On verra ce qu'il va dire parce que ce classement c'est pas nous qui l'inventons, c'est RSF qui l'établit. Oui, moi je pense que ceux qui adorent se faire malmener, ceux qui adorent se faire malmener, se faire découper, se faire tirer les cheveux, ils iront à ce cocktail. Personnellement, les gens n'ont jamais compris pourquoi je me suis toujours refusé à aller à ces rencontres avec le chef de l'État. Mais il m'a toujours donné raison.
Parce que ce n'est pas un homme enclin à la discussion pour comprendre les problèmes que les médias posent. Donc, ce n'est pas cela. Il se pose toujours en censeur ou en donneur de leçons. Effectivement. Alors qu'il... chacun son travail, sa corporation. Ce qui est épinglé dans le rapport de RSF, il faut quand même le lire, c'est intéressant. On dit la première des choses, c'est vrai qu'on dit que le régime n'est pas tendre avec les journalistes. Le premier critère qui a été soulevé, ce sont les propos du chef de l'État qui ont été mis en exergue. Il a des propos durs contre notamment des médias dans son pays et même des médias étrangers. C'est le premier fait qui est relevé. C'est son attitude d'abord à lui vis-à-vis des journalistes, vis-à-vis des médias dans notre pays. Ensuite, vous avez toutes ces inquiétudes généralement qu'on fait peser sur la tête des journalistes, des libellés en diffamation ci et là, mais aussi c'est quand même cette réforme du code de la presse ou de la loi sur la liberté de la presse qui est annoncée, et vous avez suivi le nouveau ministre de la communication qui va jusqu'à s'insurger contre le principe désormais établi en Guinée de la dépénalisation des délits de presse. Non, c'est soulevé dans le rapport. Oui, le rapport peut le dire, mais le ministre... Non, je n'ai pas terminé. Oui, je dis ce que le rapport dit. Ils disent que annoncer, le ministre, attention, le rapport, il n'est pas attendez Mohamed, on ne va pas faire d'amalgame. Le rapport parle de réforme annoncée de la loi sur la... Mais qu'est-ce que j'ai dit, moi? Mais le rapport ne parle pas de la remise en question de la dépénalisation. Je vous dis, le rapport annoncé, je vous le dis. Mais non, c'est pas compliqué. Je vous le lis. Je vous lis le passage. Je ne conteste pas. Mais non. Si le rapport, je ne raconte pas des fables. Je comprends. Le rapport dit on se comprend que la révision de la loi sur la presse annoncée par le ministre de la Communication inquiète les professionnels du secteur, alors que la loi sur l'accès à l'information adoptée en 2010 n'a toujours pas été promulguée. Mais lorsque vous remontez plus loin, il est dit qu'un journaliste, notamment patron de médias, a été arrêté en Guinée courant 2018 et emprisonné pendant 2 semaines alors qu'il y a dépénalisation des délits de presse. Là, je suis d'accord. Je vous rappelle. Mais le ministre, je voulais que cette précision. Non, quand même, il ne faut pas faire dire ce que le ministre n'a pas dit. Le ministre n'a jamais dit à aucun moment qu'il est dans l'optique de remettre en cause la dépénalisation de la liberté de il a remis en cause. Non. Écoutez, non, mais c'est simple. Aboubacar. Le ministre, on peut l'appeler. Non, on peut l'appeler. On va y aller doucement. On va essayer de l'appeler. On va arrêter de la passion. Le jour où il a rencontré les associations de presse pour la première fois, c'est lui qui, dans son discours, a laissé entendre qu'il n'était pas d'accord pratiquement avec la levée de ce principe. C'est un peu ça qui a inquiété les professionnels. Tout est venu de cette rencontre-là. Parce que moi, je n'étais pas dans la salle. Mais ceux qui y étaient, et les rapports qu'on a vus notamment dans les médias, c'est ce qui a inquiété les professionnels. C'est d'abord ça, le problème. Sinon, la réforme annoncée, personnellement, je fais partie des gens que la HAC a recruté pour faire ce travail-là, de fond sur la loi. Il n'y a pas du tout, il n'y a aucune velléité de la part de la haute autorité de la communication de revenir sur la dépénalisation des délits de presse. Mais c'est la sortie du ministre devant les associations de presse qui a sémé le doute dans les esprits. C'est là le problème. Merci Mohamed. Allez-y Jacques. Je voudrais commencer d'abord par dire un certain nombre de choses. Parce que le travail, par la forme, quand on observe très bien, il faut dire que ce n'est pas quelque chose qui est inventé. Donc RSF a une représentation en Guinée. RSF donc prend les avis des journalistes sur un certain nombre de questions. Et le rapport, si vous le lisez très bien, bon, même pas le rapport, mais le questionnaire qui est envoyé aux médias dans tous les pays, vous verrez qu'à l'intérieur, il y a des questions qui vont au-delà des simples rapports entre le pouvoir public et la presse. Parce que ce dont on est en train de parler, c'est les rapports que la presse entretient dans notre pays avec les pouvoirs publics. Donc, le président Alpha Condé peut avoir un discours pas tendre avec la presse, ça peut être noté. Ces gouvernants, donc les ministres peuvent intenter des procès contre des journalistes, ça peut être noté. Mais la liberté, en matière de liberté de la presse, ça va bien au-delà. J'ai dit encore une fois, il y a un certain nombre d'éléments matériels à mettre en œuvre, par exemple, à mettre en place pour permettre aux citoyens d'accéder à l'information. Mara parlait tout à l'heure de cette loi d'accès à l'information publique. C'est une loi qui a été adoptée depuis 2010 et elle n'est toujours pas, si vous voulez, effective. Et même si c'était le cas,
on se demande comment est-ce que le citoyen guinéen, un citoyen simple, pouvait s'élever un jour pour aller dans un département ministériel pour obtenir des informations. D'autant plus que nous qui sommes journalistes, qui sommes identifiés comme tels Cette loi, elle est-elle contraignante ou pas? Pardon? Elle est-elle contraignante ou pas pour les gouvernants en termes de... Elle est contraignante, mais c'est vrai que sur un certain nombre, notamment de documents, par exemple, vous avez la loi sur les archives, notamment son article, je crois 14, qui classifie ces documents administratifs. Vous avez une certaine catégorie de sources qui ne sont pas accessibles au grand public. Là, c'est codifié. Mais la loi en question, elle a été promulguée, il ne faut pas l'oublier, mais elle n'a jamais été publiée. Et finalement, la Cour constitutionnelle a aussi reconnu que le texte, entre-temps, a été corrompu parce qu'on s'est retrouvé en face de 4 versions, en fin de compte. On n'a jamais su quel est le bon texte qui a été promulgué par le général Sekouba. Merci. J'étais en train de dire, à partir du moment où nous qui sommes habitués à rechercher l'information, nous avons des difficultés à obtenir certaines informations auprès des pouvoirs publics, il y a bien des questions à se poser. Comment est-ce que le citoyen guinéen, lui, peut bouger même au niveau de sa collectivité pour venir obtenir des informations auprès de la mairie, par exemple? Parce que ça, ce sont des questions essentielles. La loi règle un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire que le citoyen de Matoto qu'il ait le droit de venir voir le maire ou un conseiller communal pour obtenir des informations en lien avec son quotidien. C'est ce que la loi propose. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avancée en la matière. Donc c'est un élément qui peut être bien noté dans ce rapport qui peut, n'est-ce pas, épingler la Guinée. Mais il y a également ces déséquilibres qu'il y a dans notre pays. Le paysage médiatique, vous verrez que l'ensemble des médias sont concentrés dans la capitale ou tout au moins dans les chefs-lieux de région administrative. Il y a l'écrasante majorité de la population qui est privée d'informations. C'est un élément qui apparaît aussi. Il y a beaucoup de radios rurales quand même, Jacques. Oui, en zone rurale, il y a des zones rurales qui n'ont pas accès à l'information. Il y a une information de type classique. La RTG ne couvre pas tout le pays. Celles qui ont accès, la RTG ne couvre pas tout le pays. L'information diversifiée. Accès, juste, voilà, l'information diversifiée. Voilà, elle n'est pas diversifiée. Les zones rurales n'ont pas accès à ces informations diversifiées. Ce sont des zones qui sont oubliées. Bon, on peut pas dire tout de suite que c'est les journalistes, mais c'est le fait du pouvoir, parce que le pouvoir doit fournir des efforts pour permettre soit d'abord à lui-même de donner ces informations, mais également de permettre aux privés de s'installer véritablement dans ces zones-là pour que les citoyens aient accès à l'information. Alors le questionnaire, quand vous le lisez, il est complet et vous comprendrez que souvent le président de la République, il a tendance à limiter la liberté de la presse à ces autorisations qui sont accordées, c'est-à-dire la libéralisation des ondes depuis 2005. Ensuite, les autorisations qui sont données depuis les années 90. On peut créer un média en Guinée. Les journalistes peuvent critiquer. Nous sommes parfois même critiques, d'aucuns disent même nous faisons dans l'excès, mais ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup d'autres éléments qui restent derrière, qui expliquent bien entendu les limites que notre pays a en matière de liberté. Merci Jacques, très belle analyse. Basekoué, la Guinée qui recule à nouveau dans le classement RSF sur la liberté de la presse. Nous ne sommes pas surpris au regard des problèmes que les journalistes ont rencontrés cette année. Et Antoine l'a rappelé, on commence par le cas de Lansana Kamara, qui est donc le directeur de publication du site d'information ConacriLive.info, vous le savez très bien, qui a été injustement arrêté, emprisonné pendant plus d'une semaine par un magistrat gelé qui ne connaît même pas la loi sur la liberté de la presse. Donc il y a ce cas. Il y a aussi, je rappelle de passage, les interpellations, les procès expéditifs contre Moussa Yoruba, qui est donc de la radio Espace, de Kala Conté, ou encore d'autres journalistes, Moussa Moïsila, le site d'information Mosaïque Guinée aussi, qui a été traduit en justice par le ministre des Postes et Télécommunications, qui a été débouté. Mais au-delà de tout ça, ce classement aujourd'hui traduit, à mon avis, un malaise au niveau de la pratique même du métier du journalisme en Guinée. Si vous partez tout près ici au Sénégal, le code de la liberté de la presse qui a été bien sûr, c'est pas un exemple au Sénégal. Bien sûr, en matière de liberté de presse, c'est pas un exemple. J'en viens Antoine, Quel est le classement du Sénégal? J'en viens Antoine, mais ce qui reste clair, si vous prenez aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Il n'y a pas
il n'y a pas une volonté manifeste des autorités au Sénégal, par exemple, de pouvoir pénaliser, je veux dire qu'on appelle les délits de presse. Parce que ce classement intervient, je le rappelle, à quelques jours quand même de la célébration, la journée internationale de la liberté, de la presse en Guinée. Ah oui. Je crois que tu n'as pas lu. Non, je sais très bien. Les peines de prison sont prévues au Sénégal. Je sais qu'il y a des problèmes. Au Sénégal, on va en prison pour une simple Le Sénégal est 49e dans le classement. Voilà. Attention. En fait, pendant que la Guinée est 107e. Justement, c'est davantage dans la pratique que le Sénégal nous dépasse, mais c'est pas justement dans la législation. Parce que quand même, on a permis au Sénégal. Le classement, il est quand même là. Il y a un écart océanique entre les deux pays. Voilà. Donc, ça veut dire que la liberté de la presse se porte mieux au Sénégal. Absolument. Voilà. Donc, vous confirmez donc ce que confirmer Antoine dans ce que vous avez dit. On n'invente pas Antoine. On n'est pas en train de nuancer Antoine. Le Sénégal est 49e et la Guinée Le Sénégal est 49e dans le classement mondial de la liberté de la presse selon Reporters sans frontières. Et la Guinée est 107e. C'est important de nuancer. Antoine, je veux juste que tu comprennes. Pourquoi on va nuancer? Je veux juste que tu comprennes, Antoine. Tu ne peux pas t'appuyer sur un seul critère pour quand même noyer. Non. Tu te bases sur un seul critère. Ce sont notamment ces critiques-là auxquelles on a assisté l'année dernière vis-à-vis du président Macky Sall et parfois qui étaient pratiquement de l'injure. Et c'est à partir de là qu'il y a eu peine de prison. Sauf que eux, ils ont appliqué leur législation, ils ont appliqué leur procédure. Chez nous, on ne respecte même pas nos propres textes. Allez-y, Bassiko. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est que le journaliste d'investigation est traqué en Guinée. Voilà. Il y a un climat aujourd'hui qui n'est plus propice à la pratique du métier du journalisme en Guinée. Ce ne sont pas seulement, ce n'est pas lié aux attitudes du pouvoir en place, mais aussi c'est l'ensemble des acteurs politiques, des citoyens sur les réseaux sociaux qui passent tout leur temps. Laisse-moi Antoine terminer. Antoine, laisse-moi le bout de mon raisonnement, ce que je veux dire. Parce que ce que je suis en train de dire, je ne veux pas que nous mettons, comme on appelle, l'accent sur l'attitude seulement du pouvoir en place aujourd'hui qui est, je veux dire, prêt à traquer, à traduire des journalistes en justice pour des faits de diffamation. Ce qu'il faut aussi relever, c'est que la classe politique guinéenne aussi a contribué à la dégradation de la pratique du métier du journalisme en Guinée. Il y a d'abord... il faut rappeler aussi que la Côte d'Ivoire aussi gagne 11 places, en passant de la 82e place à la 71e place. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments. La Côte d'Ivoire qui améliore aussi son classement. Oui, depuis 2010. Dites-moi, quels sont les efforts qui ont été consentis par le pouvoir en place pour quand même octroyer des licences à des personnalités qui veulent installer des entreprises de presse en Guinée. Ça n'a pas été fait. Et ce sont des éléments, je crois bien, des éléments assez importants. À décembre 2018, pour t'appuyer, de décembre 2015 à décembre 2018, l'octroi des licences de création de nouveaux médias audiovisuels avait été gelé par le chef de l'État. Si vous prenez le cas du Sénégal, il y a plus de radio au Mali qu'en Guinée. Il y a beaucoup plus de radios communautaires. Même au Sénégal, il y a beaucoup plus de radios communautaires, de médias, de télévision privée au Sénégal qu'en Guinée. Le gouvernement guinéen depuis 2010 n'a pas fait suffisamment d'efforts pour ouvrir quand même l'espace médiatique en Guinée. Ça, c'est une réalité. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des demandes pour avoir des licences en Guinée. Mais ça n'a pas été fait. Tout est complètement verrouillé. Oui, ça n'a pas été fait. Deuxièmement, ce qu'il faut rappeler, la subvention qu'on accorde aux médias en Guinée, c'est une subvention qui est c'est une obole. La subvention est très petite parce que si vous prenez le cas du Sénégal, eh bien on apprend que ça avoisine un peu plus de 23 milliards quand même de francs guinéens. Le montant qu'on accorde aux médias privés pour pouvoir s'épanouir. Et puis en Guinée, ce qu'il faut rappeler, il y a eu beaucoup de contraintes, beaucoup de difficultés pour les associations de presse pour pouvoir rentrer en possession de ce montant-là. Vous le savez, les tractations. Et pour terminer, ce sont les discours du président Alpha Condé, de son entourage contre les journalistes en Guinée, des journalistes qui ne sont pas formés. Je ne lis pas la presse. Il n'y a pas de journaliste même. Il dit même qu'il n'y a pas de journaliste. Et puis, pour terminer, c'est l'attitude également de certains ministres de la République. Son attitude change quand même. C'est l'attitude de certains ministres. Il a promis, c'est une promesse. C'est pas encore donné. Non, mais il va avoir besoin de Montréal. Vous avez en Guinée, il va en avoir besoin pour sa campagne. Des ministres de la République qui sont hostiles à la critique à Boubacar Diallo. Tout simplement de les critiquer, eh bien, ils décident
de vous traduire en justice. Et dans tout ça, je pense que la haute autorité de la communication n'est pas du tout en train de jouer son rôle parce que lorsque des ministres de la République se trompent pour pouvoir... Oui, non. Lorsqu'un ministre de la République, par exemple, se trompe et décide, par exemple, de traduire un journaliste en justice, il est de la responsabilité de la HAC de rappeler que non, vous devrez passer par la haute autorité de la communication qui doit saisir le journaliste, qui doit prévoir des sanctions administratives. Donc je pense qu'aujourd'hui, les conditions sont en train de se dégrader par rapport à l'exercice même la du métier de journalisme en Guinée. Et un pays que tu connais très bien, parce que tu aimes le citer en exemple, c'est le Burkina, le seul pays que tu as visité pour le moment. Le Burkina est 41e au classement mondial du RSF. Je vous laisse la liberté de votre propos. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Le Niger, 63e. Nous parlons sur la base quand même de faits concrets. Ce que je sais, par exemple... Attendez, Antoine, il va essayer de se défendre là. Je précise. En matière de liberté de ton, en Guinée, il y a beaucoup plus de liberté en Guinée qu'au Sénégal et en Côte d'Ivoire. J'insiste là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Là, je l'avais déjà dit ici dans une précédente émission. La presse est beaucoup plus libre de critiquer en Guinée qu'au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Sauf que c'est pas le seul critère. Je le dis, je persiste et j'insiste là-dessus. J'aimerais, en Côte d'Ivoire par exemple, en matière de libéralisation des ondes, c'est maintenant qu'on est en train de libéraliser l'audiovisuel. Il n'y a pas de télé privée en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup plus de médias, Antoine. Pas du tout. Il y en a pas beaucoup plus de médias en Côte d'Ivoire. Alors comment se fait-il des pays là? On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ce que relève Antoine a du sens, mais sauf que c'est pas le seul élément qui entre en compte. Bien, la suite de votre émission. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.